Monsieur le Président Emmanuel Macron, en tamazight, je vous dis Azoul, en arabe, Tahiyati lakum, et en français, je vous salue. Un dicton populaire de ma région natale en Algérie dit Tkrendet nif, tabandet l'hif, tgoureyneth bsif. Et par traduction, les preux, les dignes se soulèvent, les pauvres, les gueux les suivent et les contraints restent en dernier. Le 15 novembre 2016, dans mon papier titré « Lettre au candidat à la présidentielle française, M. Emmanuel Macron », ces quelques mots, publiés par le Centre de recherche sur la mondialisation à Ottawa, il est écrit « Je vous prie, M. Emmanuel Macron, de croire aux mes salutations respectueuses et vous souhaite victoire. Ainsi, il sera possible de rappeler ces quelques mots et d'en ajouter d'autres qui concerneraient les affaires et contentieux judiciaires. » Le moment est venu. Avant de vous lire le contenu de ma présente adresse à vous, Monsieur le Président Emmanuel Macron, j'exprime l'espoir qu'elle parviendra au secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies et en tant que membre du Conseil de sécurité de l'ONU et au président de la Chine, de la Fédération de Russie, des États-Unis d'Amérique et au Premier ministre du Royaume-Uni. En plus de ces chefs d'État, j'ajoute les présidents de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international. Before going into my current message to you, Mr. President Emmanuel Macron, my hope is that it will be reached out to the Secretary General of the United Nations Organization and as the permanent members of the Security Council, to the Presidents of China, Federation of Russia, United States of America, and the Prime Minister of the United Kingdom. Beside these heads of states, I add the presidents of the World Bank and the International Monetary Fund. Monsieur le Président, les relations entre vos anciennes et même les actuelles colonies en Afrique, Algérie comprise, et la France méritent d'être sérieusement secouées. Donc, j'invite les peuples et nations du Maroc, de la République sahraoui, de la Mauritanie, du Mali, du Niger, du Burkina Faso, du Tchad, de la Libye, et de la Tunisie et de l'Algérie pour l'exploitation de ce message au président de la France pour faire de nos identités, de la paix et du développement de l'Afrique du Nord un objectif aussi sacré que leur vie. À mes compatriotes d'Algérie, en déclenchant la guerre d'indépendance sans État ni hymne national, les libérateurs de notre patrie voulaient mettre un terme à notre aliénation, aux crimes en dépossession de nos richesses et aux morts causées par la maladie comme l'épidémie typhus des années 1940. Ils étaient conscients qu'ils allaient encore souffrir durant tout le temps inconnu qu'exigera l'indépendance, lequel temps a été aussi celui des tortures, viols, terres brûlées et autres crimes de guerre et contre l'humanité. Ils ont préféré endurer ces souffrances et devenir libres que de demeurer des esclaves. Depuis 1990, nous sommes dans une conjoncture similaire à celle qui a prévalu entre 1945 et 1954. Parce que les actuelles politiques budgétaires et monétaires algériennes sont démentielles, parce que les projets annoncés comme le train du sud vers le nord relèvent de la psychopathologie, parce que les ressources naturelles de notre pays sont cédées à la prédation, parce que la situation à venir sera encore plus dangereuse pour la patrie, je supplie mes compatriotes algériens de demeurer pacifiques et solidaires, d'aider les pauvres et d'assister les handicapés. Tout comme je suggère à tous les Algériens de réduire leur consommation domestique, de boycotter les produits d'importation, de payer leurs factures publiques, d'être les supports d'encouragement aux soldats algériens, de se rappeler que les Libyens, Tunisiens et Marocains nous ont aidés dans notre libération et d'offrir l'indépendance pour toutes vos anciennes colonies. Aussi, il est primordial pour les Algériens de prendre conscience que les conflits armés qui se déroulent en Afrique du Nord, auxquels s'ajouteront d'autres, pourraient causer des mouvements de population qui voudraient se réfugier en Algérie si elle demeure en paix. Ces réfugiés, comme nos aînés qui se sont réfugiés en Tunisie et ailleurs durant la guerre, sont en droit à un accueil fait de dignité humaine. Monsieur Emmanuel Macron, dans ma présente adresse, je laisserai une très large avenue pour de sérieuses discussions, difficiles dialogues et rudes négociations. Je suis prêt à vous rencontrer pour une discussion informelle, de préférence en dehors des institutions officielles de votre République. Monsieur le Président, si je suis élu président de l'Algérie,
Immédiatement après ma prestation de serment, je signerai l'ordonnance de la surévaluation du dinar d'au moins 58%. Je sais que les effets de cette décision seront un enfer pour mes compatriotes, lequel sera moindre que celui dans lequel vous voulez les mettre. Les conséquences internationales de cette décision prouveront aux Algériens et à tous les Nord-Africains le fiducie qu'ils subissent dans le silence et la résignation. En parlant de monnaie, vous comprenez pourquoi j'ai qualifié le franc CFA dès 2014 d'arme pour un fiducide français en Afrique. Un fiducide est le pendant de génocide. Dans la lettre appel pour la dictature des libertés et la libération totale de ces nations que j'ai adressée au chef d'État d'Afrique du Nord, vous pourrez lire dans le troisième point des objectifs intégrés dans la caractérisation des crimes contre l'humanité et au même niveau que le génocide et le fiducide, cette destruction silencieuse de la prospérité et du bien-être des populations par la valeur mercantile de la monnaie réelle. Pour lui donner encore plus de force, j'ai même proposé l'amendement du statut de Rome de 1998 mis en œuvre par les Nations Unies pour lancer la Cour pénale internationale. En plus de ce qui précède, j'ai travaillé sur la conception d'une monnaie ancrée sur l'air et la terre dont j'ai proposé l'intégration dans l'initiative internationale BRINA en faveur de l'Algérie et de l'Afrique au secrétaire général de l'ONU, alors que la France, dans une sauvage manœuvre, a proposé juste le changement de nom du franc CFA en écho dans une CEDEAO qu'aucune théorie économique ne peut justifier et qu'aucune sage et lucide politique africaine de développement ne pourra accepter. Je me demande comment les dirigeants et les peuples des États du Sahel acceptent cette soumission alors que l'Algérie a décidé son affranchissement monétaire à peine 2 années après son indépendance. Dans le cas de l'Algérie et en relation partielle avec la monnaie, dans des adresses orales et publiques, j'ai dit au président de la Banque mondiale que « The Algerian people is not the garbage of the humanity ». Le peuple algérien n'est pas le déchet de l'humanité. Et j'ai suggéré à la présidente du FMI to put Algeria right now under a Titan Currency Board, de mettre l'Algérie immédiatement sous un très serré régime de caisse d'émission monétaire. La deuxième ordonnance jumelée à la première que je signerai sera le chantier pour un hymne national bilingue en arabe et tamazight. S'il aboutit, il cédera l'unanimité de tous les Algériens sur l'unité patriotique. Ce processus est différent du coercitif que vous menez en France. Si je survis à ces deux décisions, je mettrai sur la voie le doublement de la population algérienne sur un horizon de 40 ans avec construction de villes dans le désert algérien. Au dernier chiffre que j'ai consulté, l'indice synthétique de fécondité en Algérie est de 3,02 en 2018, en baisse par rapport à celui de 1995 qui est de 3,45. Celui de la France est à 1,87 en 2019, en augmentation par rapport à celui de 1994 qui est de 1,68. Les populations de l'Algérie et de la France sont pour 2020 respectivement d'un peu plus de 43 millions et 65 millions. J'ai établi un contact avec les managers du consensus de Copenhague qui sont basés à Washington et non au Danemark. S'ils me confirment leurs chiffres pour l'Afrique du Nord, alors leurs conséquences seront dramatiques pour l'économie et la défense de l'Algérie du futur. Je fais ce que je peux pour faire sortir les études démographiques en Algérie de la grille d'analyse alarmiste française et la soumettre à l'américaine qui est encore plus sévère, mais plus sérieuse et plus profonde. Les décisions qui suivront seront plus aisées à accepter socialement et l'une des plus importantes d'entre elles sera de remettre les Algériens à l'amour de la terre parce que les chiffres de la Banque mondiale, du Fonds monétaire international et autres organisations internationales disent qu'avec les catastrophes liées au changement climatique, déforestation et destruction des terres agricoles, la nation algérienne risque la famine. Monsieur le Président, après le développement de certaines variables dans la première partie de ma présente adresse, je passe à un autre aspect. Les nations françaises et algériennes sont dans l'obligation de reconstruire la paix en Méditerranée dans une profondeur de 3000 km au plus de sa rive nord africaine. Pour cela, cultiver le pardon et la rédemption entre nos deux pays est nécessaire.
Ainsi, il sera possible de tirer profit de la mondialisation humaine, faite des incidences des migrations, mariages et descendances encastrés dans les mécanismes de coopération internationale. Un procès de type Nuremberg a manqué pour sanctionner les génocides que votre pays a fait en Algérie et ailleurs en Afrique. Si un tel procès avait eu lieu et en vertu de l'article 103 de la Charte des Nations Unies et par jurisprudence, il aurait pu déboucher sur l'exclusion de la France du Conseil de sécurité de l'ONU, comme le sont actuellement l'Allemagne et le Japon. Ces deux derniers pays, avec d'autres, bataillent pour sa réforme et la France est le pays le plus cabré sur ce projet pour lequel Robert Badinter et Paul Tavernier ont fait des propositions et études. Ce sont ces deux universitaires que nous suspectons d'être derrière la constitutionnalisation de l'intervention de l'armée algérienne de son territoire. J'ai défendu l'intervention des forces armées algériennes à l'étranger, en particulier dans les pays voisins, sous la condition qu'un traité de paix soit signé avec eux au préalable. Toute intervention de l'armée algérienne à l'étranger engendre une réciprocité, donc la volonté des peuples est une exigence. Dans mon appel pour la libération de l'Afrique, il est écrit qu'une évaluation des effets de la présence des forces de l'OTAN, et en particulier les françaises, dans les pays du Sahel est indispensable. Je reconnais la conséquence de vos démarches envers l'Algérie, laquelle est différente de celle que vous avez avec vos anciennes colonies africaines et en particulier les pays dits du Sahel. Après les dernières élections françaises, vous avez nommé un nouveau gouvernement. Votre nouveau ministre de la Justice est une manœuvre efficace. Le ténor du barreau français sera gratifié probablement de 2 lois qui porteront son nom pour le faire entrer dans votre postérité républicaine. Il sera soumis aux rudes pressions sur votre chancellerie des acteurs tant étatiques que non étatiques. Dans ce que vous voyez pour l'Algérie, il sera dans le four des lois qui seront votées à cette fin. Aussi, dès son installation, votre Premier ministre a lancé le débat pour la mise en œuvre d'une loi sur le séparatisme. Monsieur le Président, si par la loi vous croyez mettre un terme au séparatisme identitaire et politique des Corses, Bretons et Basques et ainsi solidifier l'unité française, par la manipulation que fait l'État français des cultures et supposé tribalisme en Afrique du Nord, il attise ces mêmes séparatismes dans les anciennes colonies afin qu'elles éclatent pour émietter leur territoire et ériger des enclaves qu'il dominera. Afin justement de solidifier l'unité de la nation algérienne, durant la campagne électorale présidentielle de 2014 et dans une lettre adressée au futur président ou présidente portant sur la dotation de l'Algérie d'un hymne national bilingue, j'ai écrit « Les conjonctures internationales sont troubles. Notre pays a par le passé intégré et agi dans des espaces et forums internationaux. En officialisant Tamazight dans sa double dimension identité et langue, l'Algérie se dotera d'un instrument moralement noble, politiquement utile dans son action en coopération internationale avec d'abord les pays voisins et les autres ensuite. Des théories et études montrent que l'identité, les langues et les cultures sont devenues des facteurs de paix, de développement, de promotion des échanges et d'équilibre dans les jeux et enjeux de puissance. D'autres théories visant à partitionner des pays sur des bases ethniques, linguistiques et religieuses sont opérationnelles. Leurs promoteurs les exécutent pour s'assurer des positions hégémoniques et des gains économiques. Pour cette fin, ils les fragmentent et comme exemple, le Soudan et le Soudan du Sud, la Libye est candidate, l'Algérie n'est pas épargnée. Pour lui donner une dimension internationale à l'Algérie, j'ai inclus le Niger et le Burkina Faso. Des pays dits du Sahel ou de l'Afrique de l'Ouest comme le Niger et le Burkina Faso ont déjà lancé des programmes d'action pour intégrer les dialectes amazirs, comme le tamashar dans leur cycle d'éducation nationaux. Monsieur le Président, j'ignore la nature juridique du G5 Sahel. Malgré mes recherches, j'ignore s'il est un groupe plurilatéral ou multilatéral. À travers son organigramme et son site internet, il est aisé d'en déduire son caractère méprisant. J'ai écouté votre discours lors du sommet, entre guillemets, du 30 juin 2020 à Nouakchott, en Mauritanie. J'ai apprécié la présence par visioconférence du secrétaire général de l'ONU, en plus de la vôtre sur place, c'est-à-dire à Nouakchott, celle de la chancelière allemande, des ministres espagnols et italiens révèlent les objectifs de partage de l'Afrique du Nord.
Les objectifs de la présence de forces armées et celles d'autres pays en Afrique du Nord sont si importants que nous préférons aborder séparément pour les faire remonter jusqu'à l'accord de Berlin de 1885 et autres. Un des chefs d'État du G5 Sahel a proposé la mise sous le droit international des opérations que dirige la France dans la région. Sans établir de lien entre cette proposition et la mienne, je vous lis ce que je lui ai écrit. L'introduction du type conflit contre les civils est un aspect qui a toute son importance pour l'appel au chapitre paix et sécurité des articles 6 et 7 de la Charte des Nations Unies qui faciliterait la convocation du Conseil de sécurité de l'ONU et l'envoi de missions d'évaluation de conflits et leur prévention. Je passe à l'aide internationale au développement gérée par l'OCDE. Le taux de l'aide internationale au développement ou Official Development Assistance est défini par une résolution de l'ONU. Il est de 0,7% du PIB des pays donateurs. La France est à 0,4%. En montant, l'aide allemande vaut 160% la vôtre, celle des États-Unis 260%. La déclaration de Paris de 2005 sur l'efficacité liée à l'aide de développement ainsi que le programme d'action d'Accra au Ghana n'ont rien apporté de plus aux Africains. Au contraire, elle les a enfoncés. L'aide française est sadique. Elle est puisée des recettes des ventes des ressources naturelles des pays du Sahel réalisées avec le fasciste franc CFA devenu l'écho. Elle est masochiste. Les Africains du Sahel payent des intérêts sur l'aide qu'ils reçoivent à partir de l'exploitation de leurs ressources naturelles par la France. À la différence des Français, les Américains ont le mérite de la clarté et voici ce qu'ils veulent. Today, President Trump outlined his bold vision for American leadership around the globe. USA is proud to play a critical role in protecting US national security and furthering American interests. We will reform and modernize our development tools to achieve the best possible outcomes for our aspiring partners and for the United States. USAID is guided by the principle that foreign aid's purpose is to end the need for its existence by helping partners achieve self-reliance. Emmanuel Macron, j'en arrive à la dernière partie. L'Algérie et la France ont convenu d'installer une commission sur la question de la mémoire liée à l'occupation d'extermination dont a été victime ma patrie. Je rappelle que la France a occupé à partir du 14 juin 1830 une province de l'Empire ottoman. Il est donc nécessaire que des historiens turcs fassent partie de cette commission pour l'arbitrage des différents d'appréciation de certains événements, les responsabilités des parties prenantes et leurs conséquences. Les historiens neutres sont indiqués. Ils peuvent être choisis d'un commun accord parmi les Canadiens comme ce docteur de l'UQAM qui a fait sa thèse sur l'émir Abdelkader. Américains comme ce professeur de l'Université d'État du Wisconsin, spécialiste des révolutions. Des historiens marocains, tunisiens et libyens seront d'un concours positif parce que nos voisins ont souffert avec nous et ont bénéficié de plus de paix du fait du transfert de vos ressources militaires et financières vers l'Algérie. Avec l'évolution du droit international humanitaire et ses améliorations, la présence de juristes est aussi recommandée. Cette commission pourra s'appuyer sur les témoignages de survivants des deux pays. Ainsi, même si j'ignore si les avis et recommandations de cette commission seront exécutoires ou non, ces résultats seront acceptés de tous et ce n'est pas celui que vous avez nommé votre servile historien qui veut terminer sa vie en apothéose qui en est capable. Dommage que j'ignore tout de son vis-à-vis algérien. Dans l'histoire entre l'Algérie et la France, une évaluation économique des dégâts de l'occupation française comme celle réalisée par John Maynard Keynes sur la Deuxième Guerre mondiale est obligatoire. Avec les nouveaux instruments théoriques de mesure de la valeur d'une vie, est-ce que la France est prête à payer $1 million chacune des 45 000 victimes des événements du 8 mai 1945 et $2 millions US pour les enfants victimes de votre bombardement en napalm? Ma réponse est non, parce que pour sauver la Guyane et la maintenir dans le giron de la France qui maintiendra ainsi sa présence sur le continent américain. J'affirme que l'Algérie détient une créance d'au moins $3 milliards US sur la France. En l'état actuel de la France, et même si l'Algérie est dans un besoin urgent de dollars, cette créance est irrecouvrable. Cette dernière a été prise par Bernard Cazeneuve, l'ancien Premier ministre de la France, avec l'appui des Français du FMI, de la Banque mondiale et du GAFI. Monsieur le Président Emmanuel Macron, pour conclure,
En plus du travail que je ferai suivre avec ce message envers les États, organisations interétatiques, internationales et supranationales, je sollicite toutes les volontés africaines pour en faire autant afin d'accélérer la libération de l'Afrique du Nord de votre diktat. Monsieur le Président, j'ai lu votre livre Révolution, c'est notre combat pour la France. J'apprécie vos ambitions pour votre pays. Je suis l'auteur de 2 ouvrages publiés en France. Le premier a pour titre Nouvelles d'une humanité déchirée avant qu'elle ne change et quelques effets jarres. Le deuxième, qui traite de l'économie, la majorité, relations internationales et des droits de l'homme, est le livre de la jarre pour la patrie. Mes ambitions sont plus modestes que les vôtres. Contaminé aux droits de l'homme par Hussein Hamid, je suis devenu un extrémiste des droits de l'homme, un droit de l'hommiste. Avant de le rejoindre, je veux que mon nom soit associé à l'évitement du sang de mes compatriotes, à la préservation de leur vie et à la libération totale de l'Algérie. Je vous réitère mon offre de rencontre, si elle est acceptée, et dépendamment du pays duquel je viendrai en France, je vous promets une jarre, soit des Premières Nations canadiennes ou de Yakouran en Algérie. La mienne est incessible et irréfragable. Merci de m'avoir écouté, Monsieur le Président.